Moi, je pense plus à une préférence européenne qu'à une préférence nationale. Et ça, c'est un choix qui va pas être facile, mais je pense que si on veut vraiment faire émerger des acteurs à l'échelle européenne, il va falloir qu'on soit assez courageux. Il y a une vraie réflexion, et je pense que les acteurs publics, notamment ce rôle-là, de se dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est gratuit que ça va pas me coûter cher plus tard. Et je pense qu'il faut qu'on soit pas naïf. Et nous, derrière, notre travail, c'était déjà de remonter de la donnée de nos membres, en disant concrètement si le GEI il disparaît demain, c'est quoi l'impact, combien de créations d'emplois ça va supprimer, combien d'entreprises on va mettre à mal d'un point de vue trésorerie. Paul Midi fait son travail du coup à l'Assemblée, mais nous, on a aussi fait un travail auprès de tous les autres partis politiques avec des rendez-vous one-to-one au sein de l'Assemblée, mais aussi au sein du Sénat, pour leur présenter l'impact que ça aurait et la nécessité pour eux de déposer un amendement pour conserver le GEI. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Entretien avec un VC. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur incontournable de l'écosystème tech en France comme en Europe. J'ai nommé France Digital. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Maya Noël, sa directrice générale depuis 2021, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, bonjour Benjamin. Bienvenue Maya, merci de m'accorder ton temps. Avec plaisir. Avec toi, on va explorer un petit peu l'impact qu'a cette association qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 2000 membres de la tech en France et en Europe. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et d'explorer tout ça avec toi, je t'invite à me partager un petit peu, si tu veux bien, ton parcours. Comment tu en es arrivé à la tête de cette association? Okay. Et de ce que j'ai cru comprendre, tu as eu aussi un parcours entrepreneurial avant. Oui. Donc voilà, comment on en arrive à la tête de France Digital? C'est vrai que c'est un poste pas courant, donc je m'étais pas dit... Depuis toute jeune, j'aimerais diriger une association professionnelle qui s'occupe de la tech. C'est un vrai cheminement. Moi, mon parcours... moi, je suis fille d'entrepreneur. Mes deux parents sont entrepreneurs. Mes grands-parents étaient entrepreneurs. Donc, il y a, je pense, un côté un peu naturel chez moi où on m'a toujours inculqué que c'est un métier, déjà. Parce que je pense qu'on n'est pas tous... Enfin, on sait pas tout ce que ça veut dire entreprendre, nécessairement. Moi, j'ai eu cette chance-là. C'est aussi, quelque part, une forme de mindset... où mes parents m'ont toujours dit, si tu veux véritablement être libre, entreprendre, c'est faire ce que tu veux, et ça, c'est un métier, et tu peux t'épanouir là-dedans. On t'a inculqué dans la culture familiale le fait que c'était une forme de liberté. Exactement. Après, je suis pas... mais quand je dis que mes parents sont entrepreneurs, ma mère est restauratrice, et mon père, effectivement, est entrepreneur ingénieur dans le plastique et la chimioluminescence. Enfin, voilà. Donc moi, j'ai quand même beaucoup grandi dans les usines aussi. Okay. Donc c'est pas l'entrepreneuriat tech à proprement parler, mais en tout cas, c'est vraiment... déjà des personnes qui sont très tournées vers la production et la créativité, parce que ma mère, comme je dis, est chef cuisinière à un restaurant, et déjà j'ai eu la chance de bien manger à la maison. Voilà, c'est donc ça. Je pense que quelque part ça a une forme d'équilibre personnel. non, et puis mon père a beaucoup, a gagné notamment sa vie grâce à des brevets. Donc les deux sont un peu inventeurs et c'est des personnes qui aiment créer, prendre des risques, être libres dans leurs décisions, et je pense que j'ai hérité de ça. Donc moi j'ai eu un parcours plutôt de bon élève où j'ai fait mon lycée, classe prépa, école de commerce, tout s'est très bien passé, sans passion particulière pour un métier, mais juste avec l'envie de prendre un bagage, de me créer un réseau pour plus tard pouvoir faire ce que je veux, quoi. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée dans le monde professionnel, avec plutôt un parcours, comme je suis assez matheuse à l'origine, très scientifique, j'ai fait de la finance. Mais voilà, je suis rentrée vraiment dans le monde professionnel avec juste ma volonté d'aider des boîtes à se développer, quoi. C'était vraiment ça, okay. mon mindset. Et après, l'enjeu a été de trouver le secteur dans lequel m'épanouir. Mon premier poste, au-delà des stages, c'était vraiment bras droit d'un jeune CEO qui venait de reprendre une boîte plutôt dans l'environnement de la mode, le luxe entrée de gamme, et qui justement avait un enjeu de lever des fonds pour développer la marque, qui récupérait des contrats de partenariat avec l'étranger, de distribution de la marque. Enfin, voilà, c'était assez intéressant comme univers. On a levé des fonds, justement. J'étais là pour ça. Donc c'était un peu par hasard que j'ai découvert ce que ça voulait dire financer une entreprise à travers le prisme de la levée de fonds versus à travers des banques. Enfin, je l'ai appris un peu sur le terrain, malgré moi. Et je me suis surtout dit que c'était pas le secteur qui m'intéressait. Et donc moi, dans mon parcours professionnel, je me suis dit, en fait,
je sens qu'il y a un truc qui se passe autour des nouvelles applications mobiles, des nouvelles technologies. Il y a, voilà, c'est le tout début, le balbutiement de la French Tech avec startups qui se créent. Et ça, c'était en 2010-2011. Et je me suis dit, j'aimerais aller travailler dans ce secteur-là. Ok. Et c'est tout. Hein. Je me suis pas dit, je vais faire un métier particulier, je suis juste ce secteur. Et je me suis retrouvée un peu par hasard, grâce au réseau, et moi je crois beaucoup aux rencontres, à être la première salariée recrutée dans un cabinet de chasse qui était en train de se monter. Et double avantage dans cette expérience, c'était à la fois, je vais me constituer un réseau assez chouette parce que je vais parler avec des dirigeants de start-up et des CTO de start-up. Je vais apprendre ce que c'est que les métiers de la tech. Et en plus de ça, je vais être la première salariée d'une boîte qui est en train de se monter. Donc, je vais aussi pouvoir voir en interne la structuration d'une entreprise. Comment ça se construit. Donc, tout se construit. Et avec ce côté, je vais me développer un réseau, je vais avoir des compétences à la fois en RH, commercial. Enfin, tu vois, c'était très une formation, quoi, après l'école. Et je pense que c'est un excellent choix. Et notamment, le choix que j'ai adoré, c'était ce côté très business, les mains dans le cambouis, véritablement, à faire du call calling, le vrai développement commercial un peu dur. Je pense que n'importe qui devrait passer par cette phase-là, d'ailleurs, notamment quand t'entreprends. Il n'y a rien de plus dur que de vendre un projet qui part de rien. T'as pas vraiment de référence. Et il n'y a rien de plus essentiel, parce que c'est quand même la base du... hyper essentiel, et c'est le nerf de la guerre. Donc j'ai adoré cette expérience de vente, j'ai adoré voir le cabinet se structurer, et aujourd'hui ils sont montés à 80 collaborateurs, le truc s'est quand même pas mal développé. Et puis je me suis très bien entendue avec les deux fondateurs, avec qui du coup j'ai fait une spin-off de ce cabinet, une plateforme de recrutement qui s'appelle Yborder. C'était mon projet entrepreneurial, parce que je suis toujours arrivée en leur disant moi ce que je veux c'est monter ma boîte derrière, donc si je suis avec vous c'est pour apprendre des compétences et surtout pouvoir voir de l'intérieur la création d'une boîte. Mais pas forcément devenir leur concurrent du jour au lendemain. Pas du tout, au contraire, c'était très complémentaire. Et c'est comme ça que j'ai créé, c'est une plateforme de recrutement qui proposait à justement des cabinets comme celui dans lequel je travaillais et plein d'autres concurrents de mettre les candidats dont ils ne faisaient rien pour des raisons géographiques sur la plateforme, pour que nous on puisse créer des matchmaking, notamment à travers toute l'Europe. Voilà. Et donc voilà, le parcours d'entrepreneur et comment j'en suis arrivée à France Digital, puisque c'est la question. À mon board, donc on a levé des fonds auprès d'Isaïe. Et donc moi j'avais à mon board Jean-David Chamboredon, qui était un des principaux porte-parole de France Digital et qui était notamment là au tout début, puisqu'il était aussi porte-parole du mouvement des pigeons en 2012. Ouais. Et tu avais réussi à lever des sous donc avec ton entreprise. Ouais, on avait levé... auprès ce qui était beau, à l'époque, c'était quoi auprès d'Isaïe, donc avec le site club d'Isaïe, parce que c'était au tout début de l'aventure. C'était en 2016. C'était Mounia à l'époque, non ? Exactement. Ouais. C'était Mounia. C'est Mounia l'analyste qui était venue et qui avait financé le projet. Elle était partie en congé mat, et donc je me suis vraiment retrouvée avec Jean-David à mon board. Et c'est lui qui nous a dit, sur vos sujets, il y a un vrai enjeu de visa par rapport aux talents qu'on a tirés, notamment de l'étranger. C'était un vrai pain point dans notre business. Il me disait, c'est un sujet porté par France Digital. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant pour vous de rejoindre la cause pour que vous soyez dans les débats autour de ce visa. Et puis même pour vous faire un réseau. Et donc c'est comme ça que j'ai adhéré à France Digital sans vraiment connaître. D'accord. Je me rendais pas compte de la puissance de l'association sur ces débats, sur des trucs hyper macro comme la création d'un visa dédié à la French Tech. Mais c'est ce qui s'est passé à l'époque d'ailleurs. Il y a eu la création du visa French Tech et ça faisait partie des combats de France Digital. Donc c'est comme ça ma première approche de l'association, où je trouvais ça hyper intéressant et parallèlement je commençais aussi un peu à m'impliquer. J'étais assez active chez Girls in Tech à l'époque, qui s'est transformé en starter, puis aujourd'hui Sista. En tout cas, le travail associatif a toujours été quelque chose qui... En tout cas, ça m'a attirée. Je me disais, c'est vrai qu'on peut collaborer en dehors de son entreprise. C'est aussi un moyen de se rattacher à un écosystème, de se partager ses bonnes pratiques. Je crois beaucoup au collectif pour pouvoir progresser. Et parce que tu te sentais seule aussi à l'époque où tu avais créé ta start-up, tu penses que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles ça te permet d'adhérer à un réseau, mais aussi de sortir un peu la tête du guidon. Oui, je pense qu'effectivement, ça sert clairement à ça. C'était pas forcément mon cas à moi, parce que j'avais quand même un métier de réseau, donc de par mon métier, déjà, je rencontrais quand même beaucoup de monde. Je me sentais pas seule. Mais je voyais la force que ça avait de s'ouvrir les chakras en rencontrant de nouvelles personnes et en voyant un peu ce qui se passait à côté, quoi. Et que, d'ailleurs, je pense qu'une des erreurs qu'on a faites au tout début de Yborder, c'est qu'on était vachement concentrés sur nous-mêmes. Et c'est comme ça que tu fais les pires erreurs. Quand tu partages pas ton projet et quand t'en parles pas à l'extérieur, quoi. Donc oui, je me suis intéressée à ce travail un peu
d'écosystème. Ce mot me semblait hyper flou, il me semble toujours un peu flou, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que tu te connectes avec d'autres acteurs, parties prenantes plus ou moins de ton business ou de ton réseau, avec qui tu partages des idées et avec qui tu peux mener du coup des combats en commun. Donc il y avait le combat, moi, à titre perso, qui m'intéressait et du coup j'étais très active et j'avais produit le baromètre des boîtes montées par des femmes qui levaient des fonds. Ça, c'était mon sujet un peu perso. Puis à côté, il y avait France Digital. Et bon, bref, le projet de White Border s'est pas déroulé comme on le souhaitait. En tout cas, on n'a pas eu la traction souhaitée et c'était en train de se transformer progressivement en une petite PME qui aurait pu fonctionner, mais qui correspondait pas au projet qu'on avait avec mes associés. Et donc, au bout de 4 ans et demi, on se posait la question d'arrêter. Et à ce moment-là, j'avais aussi rencontré Frédéric Mazella, via Isaïe, qui lui aussi s'intéressait de plus en plus à l'association, avec qui on avait des idées assez communes, notamment sur le problème du recrutement. Enfin, c'était quand même mon métier à l'origine. Ouais. Et moi, il y avait une frustration que j'avais, c'était de me dire... Ok, on propose une solution, on propose un service qui va répondre aux boîtes qui ont besoin de recruter des profils, notamment tech. Mais on résout pas le vrai problème à la source qui est pourquoi est-ce qu'on a une pénurie ? Pourquoi est-ce qu'on a des profils qui partent à l'étranger ? Pourquoi est-ce qu'on forme pas assez de talents ? Enfin, comment est-ce qu'on peut répondre à tout ça en fait ? Comment est-ce qu'on arrive à régler vraiment le problème de manière macro ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais c'est pour plein de raisons et je pense qu'on va pouvoir en parler aujourd'hui. Mais comment est-ce que tu arrives à créer un marché compétitif, attractif au niveau de la France ? Et je pense que ce qu'a réussi à faire la France ces dernières années, et grâce à un travail justement d'écosystème, c'est de réussir à rayonner à l'international, à montrer qu'on avait nous aussi des belles boîtes tech, enfin à fait faire rêver sur un terme qui est la French Tech, justement. C'est un terme qui a été créé en 2013, hein. C'est pas si vieux que ça. Voilà, créer un concept, une image forte marketing avec une image de marque à l'étranger qui attire. Ça c'était déjà partie des gros sujets à modifier, puisque moi, quand j'ai commencé à bosser dans la tech, il y avait une espèce d'attraction des US, et notamment de la Silicon Valley, mais hallucinante. Moi, j'ai interrogé un dev, mais son premier truc, c'était de dire, moi, mon dream job, mais vraiment mon dream job, ce serait de travailler pour n'importe quelle grosse scale-up aux US. Sous-entendu, il ne se passe rien en France. Ce qui est fort dommage, ouais. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Enfin, ça a vraiment changé. Ce qui est beaucoup moins le cas, mais qui semble quand même redevenir un problème avec l'intelligence artificielle. On va pouvoir parler, mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que répondre à des problématiques macro, c'est hyper stimulant. Tu peux le faire à travers une boîte, mais tu peux aussi le faire à travers l'associatif. Et ça, j'ai découvert à travers des conversations avec Frédéric Mazella, en m'intéressant de plus près à France Digital. Et du coup, comment ça se passe ? À la fin du cycle, mais comme j'arrivais à la fin de mon cycle et que France Digital voulait un peu structurer et s'intéresser de plus en plus à la question des talents, ils se sont dit, est-ce qu'on internaliserait pas quelqu'un qui s'y connaît bien, avec qui justement on pourrait bosser sur ce sujet, améliorer le visa French Tech et proposer d'autres solutions, créer des campagnes justement. En gros, pour la faire vraiment en plus long, Fred avec son projet Reviens Léon, qui était un regroupement de plusieurs acteurs, des belles scale-up, type Capitaine Train, type DataIQ, etc., qui commençait un peu à peser à l'international, avec qui s'est fédéré en se disant venez, on se fait des campagnes un peu comme tous ensemble, pour montrer qu'il y a aussi des trucs qui pèsent en France. Et donc c'était ce projet-là que j'ai récupéré, que j'ai mis dans France Digital, où on a fait des campagnes, notamment de promotion. Je suis allée à Berkeley, je suis allée à Stanford, j'ai pitché auprès des étudiants pour expliquer voilà ce qui se passe dans l'écosystème tech français et pourquoi il serait intéressant que vous reveniez en France ou en tant qu'étranger, que vous intéressiez aussi aux boîtes en Europe. Parce qu'en plus, et c'est le message qu'on portait à l'époque, c'était de dire, parce que sachez qu'en Europe, on a peut-être pas autant d'argent qu'aux US, mais on a des valeurs différentes. Et je pense qu'en plus, c'est un message qui va être encore plus fort aujourd'hui avec ce qui se passe dans l'actualité, avec des stand-up for science. Je pense que c'est un vrai message. Il se passe quelque chose de différent en Europe dans la tech. Et je pense que ça peut attirer plein de talents. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée chez France Digital, avec cette idée que ça peut être un super vecteur pour résoudre le problème de l'attractivité des talents. Donc, tu as beaucoup participé, aux côtés du gouvernement pour le visa French Tech là-dessus, ou comment ça se passe ? En gros, vous travaillez toujours ensemble ? Oui, tout à fait. C'est ça ? Nous, notamment, avec France Digital, c'est toujours le cas, dans l'étude des dossiers que mène la DGE pour homologuer oui ou non si un dossier est OK,
il faut que l'entreprise soit accompagnée par un accélérateur, soit backée par un fonds d'investissement. Et nous, on a cette possibilité effectivement de dire si oui ou non cette entreprise est innovante et peut correspondre à l'attribution d'un visa Fresh Eye. Alors, on n'a pas de poids administratif, mais on fait partie en tout cas des commissions pour améliorer le dispositif. Ouais. Et alors, comment ça se passe un peu en accéléré, mais du coup, tu commences par ce projet, enfin cette mission au sein de France Digital, et comment ça se passe pour accéder à la direction de France Digital in fine et pour après attaquer ces grandes missions? C'est vrai que le parcours est pas banal. Bah non, mais moi je suis arrivée avec déjà plein d'envie de changer les choses, cette spécialité RH, mais surtout avec mon parcours d'entrepreneur, avec du coup un bon bagage, déjà avec la vision de l'ancien membre qui est capable de dire la proposition de valeur, là elle n'est pas compréhensible, elle pourrait s'améliorer. Donc tu vois, avec un vrai retour client direct et avec une casquette à la fois product, sales, RH qui est capable de dire on a besoin de ressources pour faire ci ou ça. Voilà, je suis un peu structurée par le bas, on va dire la proposition de valeur faite aux membres. Donc j'étais là un peu comme ma première étape, c'était de dire comment est-ce qu'on améliore nos formats. La deuxième étape, ça a été que j'ai pris la direction des partenariats en disant on a des formats aujourd'hui qui tiennent la route. Maintenant, comment est-ce qu'on peut les financer et comment est-ce qu'on apporte encore plus de valeur en créant des partenariats? Donc, on a cherché des corporates qui peuvent être des potentiels clients, mais qui peuvent être aussi intéressés par les formats pour tout simplement vendre eux aussi leurs services en tant que partie prenante, comme des avocats, des banques. Enfin, voilà, c'est le modèle de sponsoring, tu vois, d'événements. Et puis après, je me suis attaquée au sujet RH. Et en fait, je pense que je suis arrivée à un moment où France Digital bénéficiait d'une bonne image, d'un accès aux décideurs publics qui s'était vraiment renforcé et on faisait partie, on fait toujours partie d'ailleurs, mais de plus en plus, mais on faisait déjà partie à l'époque de ces structures que tu vas consulter quand tu es au gouvernement ou quand tu es à l'administration pour connaître ce qui se passe autour des startups. Donc tu vois, on était déjà un acteur de référence, mais encore très associatif, quoi. Et il y avait un enjeu à se professionnaliser pour pouvoir vraiment grandir et avoir plus de moyens. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de prendre la direction de France Digital parce que je connaissais tout de l'intérieur et j'avais cette casquette un peu de dirigeante et RH qui était capable de professionnaliser en recrutant les bonnes personnes, en faisant grandir la structure, quoi. Donc c'est un peu un alignement des planètes, la bonne personne au bon moment avec les bonnes compétences. Mais toi, tu t'es dit go? Enfin, je veux dire, tu t'es pas... à force de passer du temps auprès et à côtoyer des entrepreneurs ou des tracteurs, à dire allez, je vais quand même remonter ma boîte ou je vais faire ceci ou cela. Non, t'es plus qu'à fond. Oui, bien sûr, je pense que t'as toujours ce truc de, en plus quand t'as plein d'idées qui viennent à toi, tu te dis tiens, c'est vrai qu'il y a du potentiel, il y a un marché ici, il y a un marché là, il y a un truc à résoudre ici. Donc oui, des idées de boîte, t'en as. Après, non, mais là, c'était une belle, c'était l'opportunité, l'alignement de planète, mais surtout tu crois à fond. Jamais en tant qu'entrepreneur, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Moi, je suis vraiment moi, mon moteur de l'entrepreneuriat, c'est un truc que j'apprends en faisant, hein, mais le côté construire une équipe, c'est ce qui me plaît le plus en fait. Tu vois, fédérer autour de valeurs. Tu vois, moi, ça a été ça un peu mon travail, c'était de remettre au jour c'est quoi les valeurs de France Digital, c'est quoi les valeurs de notre équipe, où est-ce qu'on va, comment on se projette à 3 ans, et c'est ça que j'aime aussi dans l'entrepreneuriat. Donc j'avais tout à portée de main, j'avais à la fois le challenge professionnel et business, le tout dans une structure un peu ovni, où non seulement oui et moi je le gère comme une boîte, hein, je ne sers pas comme une asso le truc, tu vois, moi je réfléchis avec un PNL, c'est quoi les perspectives de croissance, comment est-ce que j'arrive à... De toute façon, vu le board que tu as, l'organe de direction, c'est compliqué de réfléchir. Voilà, on n'est pas en mode associatif complètement. Donc j'ai cette satisfaction-là, mais en même temps, tu es sur un truc qui te dépasse un peu, où... moi, mon enjeu, c'est pas d'enrichir les poches de qui que ce soit. J'ai pas d'actionnaire, j'ai pas de part dans l'asso. Enfin, l'enrichissement, il se fait plus par l'impact que tu as à l'échelle macro sur
sur toutes les entreprises. Et donc, c'est les 15 000 startups quand même. Tu te dis, je vais avoir un impact sur toutes ces entreprises à partir du moment où je vais réussir à avoir des petites victoires, à changer les règles du jeu, à réussir à attirer plus d'argent. Enfin, tu vois, et justement, c'est quoi cette, si on peut rappeler la mission principale de France Digital pour nos auditeurs, c'est quoi sa mission? C'est pas facile à comprendre la mission de France Digital. D'ailleurs, avant d'être chez France Digital, vraiment, je crois que je me rendais pas compte du travail de France Digital. Si je dois résumer, il y a 2 missions. La première, c'est de fédérer. C'est vraiment être l'organe qui rassemble toutes les startups, tous les fonds d'investissement. Et tu parles de 2000 membres. C'est vrai qu'on a 2000 membres adhérents qui payent leurs cotisations, mais la vérité, c'est qu'on bosse avec toutes les autres startups qui représentent d'un point de vue sectoriel enfin, tu vois, un France FinTech, par exemple, quand tu es dans les FinTech, que je pense que tu connais bien, un EdTech France dans l'éducation, la ferme digitale pour les startups dans l'agriculture, enfin, tu vois. Et toutes ces associations, on bosse avec. Et nous, on a un peu le généraliste, tu vois, qui va regrouper tous les points de vue et qui va être capable vraiment de prendre le pouls de ce qui se passe dans toutes les startups. En plus de ça, on a récupéré une asso qui s'appelle La Boussole, qui était l'association des incubateurs et accélérateurs. Donc, on est même capable, granulairement, d'aller à la source de la création d'entreprises. Et voilà. Donc, tu vois, donc, on a vraiment cette vision très exhaustive. Donc, on fédère avec les fonds d'investissement en capital risque, mais aussi tout un réseau de parties prenantes, partenaires, que peuvent être les cabinets d'avocats, les banquiers qui vont financer les projets d'innovation. On est capable de tous les réunir et de comprendre ce qui s'y passe et de faire remonter du coup des signaux faibles de cet écosystème-là. On fédère et de l'autre côté, on va être l'avocat ou décrypteur de ce qui s'y passe. Et ça va dans les deux sens. C'est à la fois, on va faire des études, tu vois, depuis 13 ans, on a notre baromètre annuel qui va donner un peu la prise de pouls, la température de l'écosystème d'un point de vue social et économique, tu vois, le nombre d'emplois créés, les principaux enjeux de développement, est-ce qu'il y a un vrai problème avec la commande publique, avec le budget, enfin, tu vois, on récupère l'information. Et on va être aussi... moi, j'ai une équipe en interne, on est une 30aine aujourd'hui, et j'ai 6 personnes qui sont vraiment sur le réglementaire, les relations institutionnelles. Et ces personnes-là, alors, elles passent leur temps à décrypter les textes qui arrivent au niveau européen ou les projets de loi. Okay. Et donc, nous, ça va être un peu d'être une sorte d'assurance vie un peu en avance de phase, où on va vérifier qu'il n'y a pas des trucs... exactement. Qu'est-ce qui se passe Exactement. Et comment est-ce qu'on évite que ça passe? Et comment est-ce qu'on adopte le texte pour que ça n'impacte pas trop nos boîtes? Et si ça devait impacter nos boîtes, ce qui arrive, il y a plein de textes type la RGPD et plus récemment l'IA Act qui ont quand même des gros effets sur nos entreprises, c'est de pouvoir décrypter l'impact en avance, avant que le texte soit mis en application, pour que les entreprises puissent s'y préparer. Est-ce qu'on pourrait juste aussi associer le fait que France Digital fait du lobby auprès... des pouvoirs publics pour défendre les intérêts de ces startups et de l'écosystème en fait Complètement, c'est exactement. Moi, c'est pour ça que je dis plutôt avocat et plus que lobby, je dis lobby d'éducation parce que, à la différence de plein d'entreprises défendues par des lobbies plus classiques, les intérêts des startups sont relativement limités. Enfin, c'est pas comme si on représentait beaucoup d'argent. Enfin, c'est des entreprises qui, a fortiori, perdent de l'argent au départ en plus. Donc moi, c'est plus pour justement se faire comprendre. À la fin, le but, c'est qu'on en gagne et que ça crée de la valeur surtout. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le lobby qu'on fait, c'est pas tant pour défendre des intérêts établis que pour justement essayer de défricher et faire comprendre ce que ça veut dire l'innovation, le capital risque. Tiens, il y a des nouvelles vagues technologiques que peuvent être le quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les applications que va y avoir derrière le quantique? Est-ce qu'il y a des règles à faire évoluer pour qu'on puisse innover avec cette technologie? Tu vois, c'est beaucoup plus prospectif que dans la défensive. Donc, mais oui, on est aujourd'hui ce qu'on appelle un lobby. Et comment tu perçois aujourd'hui, en tout cas, comment se définit France Digital sur son rôle auprès des pouvoirs publics? C'est-à-dire que t'as la French Tech, on parlait de la French Tech, t'as toute une délégation aujourd'hui de la French Tech, vous bossez ensemble, pourquoi la French Tech ça existe si France Digital existe? Pourquoi France Digital quel est son rôle? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Pourquoi? Moi je pense que c'est très complémentaire et je pense que une French Tech existe aujourd'hui parce qu'un France Digital a été créé. Si tu reprends le contexte, création de France Digital 2012, parallèlement au mouvement des pigeons, et en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a ce problème de... En gros,
l'origine du mouvement des pigeons, c'est sous Hollande, un projet de loi qui veut taxer les plus-values de cession. Ce qui est en fait complètement contre-productif avec le modèle de capitalisme, parce que si tu taxes trop fort à la revente, tu peux pas réinjecter l'argent. Enfin, ça ne va pas avec. Donc, en fait, ce qu'on a identifié à ce moment-là, c'est que le principe même de capitalisme est mécompris, enfin vraiment pas du tout compris des décideurs publics, et qu'il n'y a pas d'organe qui représente ces investisseurs et ces entreprises. C'est comme ça que France Digital est née, en se disant, on va se mettre tous ensemble pour dire qu'on existe, et on va faire comprendre comment on fonctionne. En fait, c'est comme ça qu'est né l'asso. Et l'année d'après, en fait, la French Tech a été créée. Et la mission French Tech, c'est quoi ? C'est un bureau de la Direction Générale des Entreprises qui va être un guichet dédié aux startups. Réponse immédiate, parfaite. On a compris que vous n'étiez pas une entreprise comme une autre en tant que startup. On va vous créer, au sein de la Direction des Entreprises, un bureau qui comprend vos enjeux. Et c'est ça la relation, c'est d'avoir un acteur dans l'administration qui gère les startups et qui du coup va pouvoir aider les startups. Le guichet accessible aux différentes instances de l'écosystème et des écosystèmes. Tout à fait. Tu as ton bureau dédié aux startups qui va pouvoir t'aider, naviguer dans l'administration. Et puis et après avec le temps, qui est devenu aussi un organe, je pense, de marque. Tu vois, non seulement ça a été, vous avez un bureau pour vous, mais on va l'appeler la French Tech et on va se servir de ce coq rouge pour faire la promotion de cette French Tech, à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Ce qui a été, je pense, un vrai succès. Je crois qu'à l'époque, c'était Carte Berlangan qui était à la main du bureau. Et je pense qu'il y a eu un vrai effort marketing fait qui a été hyper bénéfique pour nos boîtes. Nous, notre rôle, il est différent. Déjà, on n'a pas de programme d'accompagnement comme peut avoir la French Tech. Enfin, la French Tech, tu vois, t'as le Next 40, le FT 120, donc ils vont surtout accompagner ces boîtes en priorité. Nous, on est agnostique, c'est très hétérogène, les entreprises qu'on a chez France Digital. Tout le monde peut adhérer. Et on a deux rôles. On a un rôle d'accompagnateur qui va créer des connexions. Donc nous, on connecte startups et fonds d'investissement. On connecte des startups avec des potentiels clients. On connecte des startups avec des potentiels experts qui vont pouvoir les aider, type des avocats. Enfin voilà. Tu vois, nous, c'est côté effet réseau. Voilà, c'est vraiment effet réseau. Et de l'autre, et je pense que c'est vraiment ça qui nous différencie de tous les autres acteurs aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie force de frappe d'un point de vue lobby, où on a effectivement des personnes qui sont soit des anciens avocats, soit des anciennes personnes qui ont travaillé en administration ou dans des gouvernements, qui vont pouvoir aider à naviguer dans les textes de loi et influencer, faire des rendez-vous avec des députés, des ministres, des acteurs de l'administration pour faire bouger les lignes. Et ça, la mission French Tech le fait pas, et c'est complémentaire parce que on les tient quand même au courant de ce que nous on fait, pour que quelque part le relais d'influence se fasse le plus largement possible. Et justement, tu prenais l'exemple tout à l'heure de l'origine même de France Digital avec le mouvement des pigeons, mais c'est quoi l'impact aujourd'hui de France Digital ? Tu as quelques exemples un peu concrets sur lesquels on peut s'appuyer, comme quoi on peut faire bouger un petit peu les choses, des lignes, grâce à ce type d'association ? Oui, bien sûr. Alors, le truc qui est quand même méga frustrant chez France Digital, c'est que sur les victoires, je crois que les plus belles, c'est celles qui ne se voient pas. C'est quand on a suffisamment bien fait notre travail en avance de phase pour qu'il n'y ait pas, justement, d'amendements ou de textes qui posent trop de problèmes et sur lesquels tout le monde commence à s'agiter et à en parler. Parce que quand la catastrophe est là, c'est qu'on a mal fait notre travail avant. Si on rebondit un peu sur l'actualité, depuis l'année dernière, on a vécu une dissolution. Donc, qui dit dissolution dit va y avoir en tout cas une dissolution et une perte de majorité. Donc, du coup, va y avoir du mouvement. Comment ça se passe ? Là, c'est branle-bas de combat pour France Digital. Beaucoup de choses peuvent bouger. Concrètement, comment vous avez pu vous positionner là-dessus ? Je précise, dissolution au moment de la négociation du budget. C'est surtout ça. En termes de timing, la dissolution était... prenons ce cas concret. Qu'est-ce que ça fait une dissolution en dehors du budget pour France Digital ? C'est que nous, notre travail, quand même, c'est d'aller tisser des liens étroits, à la fois à l'Assemblée, avec les députés, les sénateurs, ou bien avec le gouvernement. Et quand le gouvernement saute et que tes ministres s'en vont avec les cabinets aussi, il faut que tu renouvelles les liens pour qu'ils prennent les dossiers tout en prenant en compte ton point de vue à toi, en tant que défenseur des startups. Donc ce travail-là, il est un peu pénible. On le fait à chaque fois qu'il y a des nouveaux gouvernements et c'est avec grand plaisir, c'est notre travail. Mais qui dit dissolution dit que tu dois un peu tout recommencer. Et quand tu es en pleine négociation d'un texte
qui est le budget et qui va avoir un impact énorme en fonction du cadre fiscal qui va être défini. Voilà, disons que il faut s'y attaquer. Là, on est déjà en train de bosser sur le budget 2026. Enfin, tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Donc, tout ça pour dire, nos victoires, elles se voient pas parce qu'en général, quand ça se passe bien, tu le sais pas. Et là, ce qui s'est passé dans le cadre de ce budget, puisque c'est le dernier exemple en cours, c'est que le JEI, donc le statut de jeune entreprise innovante, ont proposé de l'enlever complètement. Or, c'est dans un contexte en plus de ça où, d'un point de vue business, c'est compliqué pour les entreprises et cash is king, quoi. On a besoin de trésorerie. Enlever cette possibilité qui va vraiment avoir un impact dès le premier jour de l'année sur les charges que tu vas devoir payer, c'est pas du tout positif. Donc nous, notre travail déjà, c'était de faire du plaidoyer pour que ce dispositif ne disparaisse pas. Et donc, je pense que ça a fait beaucoup de bruit. Paul Midi s'en est beaucoup emparé. Clara Chapaz aussi, avec d'ailleurs des approches un peu différentes où, dans le but de Clara, dans son gouvernement, c'était de limiter la casse et donc de dire déjà on va essayer de le réintroduire. Et Paul Midi qui était plutôt dans un combat de dire non seulement il faut qu'il soit là, mais il faut qu'il soit élargi. Donc tu vois, on était un peu dans des approches au sein même du même parti. Et nous, derrière, notre travail, c'était déjà de remonter de la donnée de nos membres, en disant concrètement si le GEI disparaît demain, c'est quoi l'impact, combien de créations d'emplois ça va supprimer, combien d'entreprises on va mettre à mal d'un point de vue trésorerie, enfin, donc c'était déjà de quantifier tout ça. Et parallèlement, Paul Midi fait son travail du coup à l'Assemblée, mais nous, on a aussi fait un travail auprès de tous les autres partis politiques avec des rendez-vous one-to-one au sein de l'Assemblée, mais aussi au sein du Sénat, pour leur présenter l'impact que ça aurait et la nécessité pour eux de déposer un amendement pour conserver le JEI. Tu vois, c'est un peu un travail collectif fait un peu en sous-marin par France Digital, mais en permanence. Et c'est pour ça que j'aime bien le concept d'assurance vie. Je pense que, en fait, les meilleures victoires, c'est ça, c'est quand il n'y a pas de problème, mais on a joué le rôle d'assureur, tu vois, on a assuré nos arrières. Mais bon, concrètement, la victoire qu'il y a eu, c'est que finalement, le JEI a été maintenu, avec un rehaussement de seuil, qui fait que certaines entreprises ne touchent plus, et ça, objectivement, ça a un impact. Ça reste un combat pour vous Ouais, je pense qu'il faut quand même... oui, je pense qu'il faut absolument préserver le JEI, peut-être l'affiner pour qu'il soit encore plus intéressant et encore plus impactant. Là, dans les écueils du dernier PLF, c'est le statut jeune docteur, qui n'est plus le même dans le crédit impôt recherche. Et je pense qu'on a un moment où, plus que jamais, je parlais du mouvement Stand Up for Science, où je pense qu'on a une carte à jouer pour attirer ce genre de profil, ou en tout cas les conserver. Donc il faut qu'on incite les entreprises à recruter des doctorants. Et donc c'est un statut qui est très intéressant. Mais qui pourrait juste... Là c'est pareil, c'est son maintien qu'on est en train de renégocier. C'est le maintien, et en fait c'est... la mécanique, c'est que quand tu emploies un jeune docteur, tu as un remboursement des charges liées à ce statut-là, qui était de 120% et qui n'a plus le même taux aujourd'hui. Donc le but, c'est que ça reste intéressant financièrement pour les entreprises d'investir dans un jeune docteur, parce qu'on sait aussi que ça peut être à la fois c'est une compétence technique hyper intéressante, mais c'est aussi un temps d'adaptation qui peut être plus long qu'un profil plus classique qui est pas doctorant. Ouais. Donc ça, c'est un investissement parce que ça coûte plus cher aussi. C'est un investissement pour l'entreprise, mais qui peut s'avérer véritablement rentable. Et si c'est pas l'entreprise française qui va le faire ou l'entreprise européenne, ce sera forcément une entreprise étrangère qui va venir chercher nos chercheurs, et ce serait dommage. Et au niveau européen, vous êtes aussi impliqué, c'est-à-dire que tu me parlais tout à l'heure du fait que vous avez des enjeux auprès de la politique française. Toi, tu avais géré en plus le visa, donc le rayonnement de la France, on va dire, à l'international. Comment ça se passe, puisqu'on n'arrête pas de dire qu'on est la première, que France Digital est la première association tech européenne, française et européenne. Du coup, c'est juste parce que c'est la plus nombreuse, ou il y a des actions aussi qui sont menées avec vos homologues dans chaque pays? Alors déjà, oui, c'est l'écosystème le plus structuré en Europe. On est la plus grande association de start-up et de fonds d'investissement. Non, comme je te disais, nos boîtes, les entreprises qu'on représente, c'est très hétérogène. On a des jeunes entreprises qui viennent de se créer. On a aussi des très gros scale-up. Je pense à des Miracle, à des Doctolib, où l'enjeu, il se fait vraiment sur un passage à l'échelle internationale. Donc le marché, c'est plus la France. Faut aller en dehors de la France. Je pense que l'Europe est la bonne échelle. Mais surtout parce qu'en fait,
plein de textes qui vont réguler la tech, enfin l'innovation, sont des textes européens. Premier texte en question, l'IA Act. Donc le lobby qu'on peut faire, il est d'autant plus important au niveau européen. Et en ce moment, Dieu sait qu'on a beaucoup de consultations européennes qui sont en cours et sur lesquelles on est en train de répondre. Il y a l'enjeu du 28e régime, dont on parle beaucoup. Donc ce serait quoi le 28e régime ? C'est un statut harmonisé pour toutes les jeunes entreprises européennes, enfin toutes les startups européennes, pour qu'elles aient un seul cadre fiscal, une seule réglementation, enfin que ce soit plus facile en gros de te développer quand tu veux ouvrir un bureau en Allemagne, en Espagne, que ce soit la même démarche qu'en France en fait. Donc ça, ce serait le rêve, harmoniser le code du travail et le code des affaires. Il y a un peu de boulot encore. Il y a encore beaucoup de boulot, mais je pense qu'il y a une forme de momentum. En tout cas, le statut d'entreprise européenne existe déjà. Il n'est pas du tout adapté pour des petites entreprises. Le but, ce serait de faire la même chose pour simplifier le développement international de nos boîtes. Il y a un enjeu sur la création d'un marché des capitaux, une union des marchés des capitaux au niveau européen pour qu'on puisse en fait avoir des poches d'investissement plus profondes et donc faire des plus grands financements au niveau européen. Il y a un enjeu aussi de préférence européenne dans la commande publique. On ne parle que de ça en ce moment. On ne parle que ça parce que pas en plus, forcément je pense pour que pas forcément pour les bonnes raisons du moment, mais après il faut se saisir. C'est parfois dans les crises en tout cas que voilà, certaines choses se font et c'est vrai que là on est plus dans un contexte de défense et de souveraineté. Mais c'est ce qui se permet d'être moins naïf et de se dire on va arrêter d'être dépendant de gros providers américains dans la tech et peut-être faire le choix de solutions européennes. Ça peut être un bon moment pour le faire. En tout cas, tout ça se décide au niveau européen et c'est ce qui va vraiment être facteur clé de succès pour nos entreprises. Donc oui, je pense que le lobby aujourd'hui est majoritairement au niveau européen. Et pour ce faire, à la fois, je pense qu'aujourd'hui, France Digital, on est suffisamment reconnu pour aller parler en direct à des commissaires et des parlementaires. Et on fait ce lobby-là. Et en parallèle, on est au bord de 2 autres associations, des méta-associations européennes où il y a tous nos homologues, comme Startup Verbund en Allemagne, comme la Dutch Startup Association. Enfin voilà, on est assez nombreux, pas mal d'associations similaires, homologues, à travailler ensemble et à apporter des textes et des propositions communs. Et aujourd'hui, c'est quoi si on devait définir les 2-3 gros combats du moment là, c'est quoi ? C'est là ta feuille de route, tes gros sujets, surtout avec l'actualité. Tu parlais de momentum. Est-ce que justement t'es en réaction à ce qui est en train de se passer? L'association est en réaction ou non? Vous continuez vos sujets de fond depuis? Je dirais à la fois oui, à la fois non. Les sujets de France Digital depuis le début de l'association n'ont pas tellement évolué. C'est à la fois comment est-ce qu'on fait pour mieux financer nos entreprises, donc avec des poches, notamment plus de moyens. Donc où est-ce qu'on va lever cet argent-là ? Tu vois, on parlait des victoires qui ont été obtenues pour l'écosystème. Je pense que l'initiative Tibi en 2019 est renouvelée là en 2023. Que tu peux rappeler ? Donc l'initiative Tibi, c'est en fait c'est quelque chose d'assez formidable. On a fait le tour de table de différents investisseurs institutionnels, notamment des banquiers et des assureurs. Quand je dis on, c'est notamment Emmanuel Macron sur la première édition, qui a dit voilà, on va tous se mettre autour de la table et on va tous se mettre d'accord parce qu'il faut investir dans l'innovation, dans le capital risque. Et donc voilà, je vous propose de tous ensemble vous mettre d'accord pour allouer un montant de vos investissements dans cette poche d'actifs. Et ce qui a fait que ça a drivé 6 milliards d'euros en 2019 dans la tech. Une partie sur du côté, une partie sur du non-côté. Et donc ça veut dire comment est-ce qu'on a réussi à vraiment financer le secteur en levant 0 argent public. Enfin, c'est vraiment que de l'argent privé. C'est juste vraiment en faisant fléchage, un vrai tour de table et en fléchant cet argent en disant voilà, vous vous mettez tous d'accord, on va créer des comités d'investissement, mais on joue collectif, on allie tous nos efforts et on accepte de faire émerger cette classe d'actifs. Et ça a eu un effet, il y a eu un véritable effet démultiplicateur parce qu'en fait, à partir du moment où il y a les premiers investisseurs qui vont, le reste suit. Ouais. Et on estime que le fait d'avoir 6 milliards d'euros injectés au même moment a permis d'aller chercher presque 30 milliards d'euros au total sur cette première édition Tibi, quoi. Et donc, l'idée, ce serait de refaire la même chose en Europe. C'est-à-dire,
on a réussi, et c'est parce qu'on nous demande quand même beaucoup à l'étranger, comment est-ce que vous avez réussi à faire aussi bien émerger la French Tech ? Vous êtes structuré en tant qu'écosystème, vous attirez des capitaux, vous attirez des talents, voilà. Donc tout ça pour dire, c'était une vraie victoire parce que c'est des choses qu'on a poussées, pas que France Digital, mais en tout cas on a contribué vraiment à faire émerger ce genre d'idées en disant il faut qu'à un moment on fasse le choix d'investir dans l'innovation tous ensemble pour que ça prenne. Tout ça pour dire qu'on trouve toujours les mêmes combats. Comment est-ce qu'on finance mieux, avec plus d'argent ? Comment est-ce qu'on arrive à avoir plus de clients ? Et je pense que c'est en fait surtout ça l'enjeu aujourd'hui, c'est que une fois que tu as investi dans l'innovation, c'est très bien, tu fais amorcer des boîtes, et la BPI d'ailleurs a fait un travail extraordinaire à ce niveau-là. Bah, c'est bien, elles sont amorcées, elles ont développé leur techno, maintenant il faut qu'elles se vendent. Et je pense que c'est encore là où le bas blesse aujourd'hui. Ouais. C'est qu'on a des très belles startups, mais on aimerait surtout que ça devienne des grosses ETI qui vendent leur techno partout en France et en Europe. Et là-dessus, il y a encore du travail à faire pour ouvrir des marchés. Et qu'est-ce que vous défendez là-dessus ? Comment on s'attaque à ce sujet à un moment donné, parce que c'est le sujet de la liquidité, in fine, quelque part, même quand on a un point de vue de l'investisseur, c'est comment on fait pour que nos belles startups qui deviennent des ETI, qui deviennent des très grosses boîtes, finalement, permettent d'exit d'une manière ou d'une autre. Et on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'introduction en bourse. L'introduction en bourse, elle est pas, c'est un gros sujet, mais on est très très loin de nos amis outre-Atlantique ou autres. Donc c'est quoi la recette miracle ? C'est quoi qu'on essaye de pousser du côté de France Digital sur ce sujet ? Je pense que entre le moment où tu vas lever 100 millions d'euros et le moment où tu vas t'introduire en bourse, il va se passer quand même plusieurs étapes. On parle beaucoup d'exit à travers l'introduction en bourse. Je pense qu'il n'y a pas que ça. L'exit, il faut déjà peut-être faciliter le build-up aujourd'hui entre des boîtes de taille moyenne qui vont peut-être en mergeant ensemble, notamment au niveau européen, créer des acteurs plus gros, avec plus de parts de marché, capables de lever peut-être plus d'argent qui, à la fin, peut-être les emmèneront jusqu'à une introduction en bourse. Je pense aussi que les corporates, les acteurs industriels ont un rôle clé à jouer dans le rachat de ces entreprises stratégiques. Maintenant, avant de les racheter, je pense que déjà collaborer en étant client-fournisseur, c'est la première étape. Parce que c'est quand même là où on en est aujourd'hui dans notre écosystème. On a quelques grosses boîtes licornes, presque centaures qui ont émergé, mais le vrai tissu, c'est pas mal de PME qui aujourd'hui veulent passer à l'échelle, mais qui se retrouvent face à une concurrence étrangère hyper rude, avec des fonds en fait assez limités, puisque on le rappelle, le capital risque, ça finance deux choses. Ça finance la R&D et le passage à l'échelle pour gagner des parts de marché, pour arriver à un modèle suffisamment rentable, viable, pour derrière être vendu et faire un exit. Et déjà, il nous manque de l'argent sur cette chaîne de financement. Et derrière, mais je pense qu'encore une fois, l'argent, le meilleur argent, ça reste celui du client. Et c'est là où il y a un vrai problème encore. C'est que, et je pense notamment à la commande publique. Tu vois, on investit quand même beaucoup d'argent public dans l'investissement d'entreprises, auprès desquels on va même pas acheter. On va acheter auprès de leurs concurrents étrangers. Enfin, c'est un non-sens. Donc tu là, on est vraiment dans on va dire, un des vrais combats, gros combats, c'est la préférence, quelque part, la préférence déjà nationale, et ensuite la préférence aux startups plutôt qu'à tel autre groupe. Enfin, comment ça... Moi, je pense plus à une préférence européenne qu'à une préférence nationale. Et ça, c'est un choix qui va pas être facile, mais je pense que si on veut vraiment faire émerger des acteurs à l'échelle européenne, il va falloir qu'on soit assez courageux pour se dire, peut-être que l'acteur le plus prometteur, il est espagnol, italien, et pas forcément français. Donc, et nous, on avait fait un travail avec France Digital, et on va ressortir pour la 3e année ce classement-là, d'un listing en fait des champions de la tech européens. En fait, on part du principe que c'était une boîte qui fait plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, que tu as déjà ouvert des bureaux dans 3 pays différents et que tu as encore la majorité de tes équipes en Europe. Tu fais partie de ces acteurs prometteurs. On en a des centaines de boîtes comme ça. Et ce qui est très drôle, c'est que si tu fais l'exercice, toi qui es dans l'écosystème, qui connais bien, tu vas connaître les boîtes françaises, mais tu connaîtras pas les entreprises italiennes, espagnoles ou allemandes, tu vois. Et on fait pas ce travail à l'échelle européenne de voir ce qui se passe dans nos pays voisins et de faire émerger des solutions. En fait, c'est soit tu vois les solutions de ton pays, soit tu vois les Américains, mais tu vois pas ce qu'il y a entre les deux. Et ce qui est assez terrible, c'est que, tu vois, quand au début, tu as beaucoup d'aide, on finance ton amorçage, après tu rentres vraiment
dans la vraie arène, où le business est quand même très compliqué, t'as une grosse force concurrentielle, mais t'es même plus soutenu et t'es un peu dans un trou noir de marketing. Enfin, je te donne un exemple très concret. Moi, ce qui me fascine, c'est que OVH, c'est une des plus belles boîtes françaises, ou même un Skyway, si tu prends dans les cloud providers. Mais OVH, je crois que c'est le leader européen dans le cloud. Probablement. Personne ne le connaît en Europe. Enfin, c'est fascinant. Tu vas aux Pays-Bas, tu parles d'OVH, bah non. Il nous faudrait un euro 40 ou euro 120. C'est ça que vous allez promouvoir pour nous, c'est le Let's, c'est ce qu'on a lancé il y a 2 ans. Et c'est déjà une très belle liste d'entreprises. Oui, je pense qu'il faut qu'on s'y intéresse. Mais au-delà de les connaître, c'est faire le choix de contractualiser avec. Ouais. Donc voilà, oui, je pense qu'il faut... Donc tu parlais de cette préférence. Je pense que la préférence, elle doit être européenne. Après, je suis pas pour du protectionnisme bête et méchant. Quand il n'y a pas de véritable alternative technique innovante, parfois tu es obligé de passer par ton provider américain ou chinois, peu importe. Bon. Et puis si c'est 5 fois le prix, à un moment donné, il faut qu'il y ait une réalité, peut-être une réalité. Et encore, hein, il y a un oui débat. Et non. Oui, bien sûr, tu as une réalité. Quand toi, tu vas faire ton choix de provider, t'as des enjeux économiques. Enfin, tu vas pas faire couler ta boîte juste parce que d'essayer de choisir du Made in France. Enfin, il faut être rationnel. Et c'est pour ça que je pense que la commande publique doit être alignée avec la commande privée. Et que les acteurs publics ont un rôle à jouer. J'entends par là. Tu vois, dans les gros sujets du moment, il y a quand même l'adoption de l'IA. Ça, on peut le dire. Voilà. Donc, on fait pas mal de travail. Tu vois, je pense... au café IA que fait le Conseil national du numérique. Enfin, tu vois, il y a eu le sommet de l'IA. Enfin, on essaye en tout cas de parler au grand public de l'IA sans que ce soit quelque chose qui fasse peur, mais que chacun adopte pour transformer son business. Première étape, sensibilisation. Sauf que ce qui va être... Enfin, j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, mais aujourd'hui, ceux qui trustent, on va dire, les formations à l'IA et qui le font gratuitement, c'est beaucoup les Microsoft et c'est beaucoup les Google. Tu vois. Et c'est que quand tu formes des personnes qui sont pas forcément en plus très technophiles sur des sujets, sur des outils Google ou Microsoft, derrière ils changeront pas. Ils seront hookés dans cet écosystème-là. Alors, t'es un peu tiré, à la fois t'es content parce que t'as réussi à transformer les entreprises qui deviennent plus compétitives parce qu'elles utilisent de l'IA. Mais en même temps, tu as laissé la porte grande ouverte. À ce que ce soit encore un autre acteur américain qui, du coup, va capter toute la valeur derrière. Donc, tu vois, il y a une vraie réflexion, et je pense que les acteurs publics, notamment, ont ce rôle-là, de se dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est gratuit que ça va pas me coûter cher plus tard. Tu vois. Et je pense qu'il faut qu'on soit pas naïf et qu'on se rende compte de ce qui s'est passé avec la première vague de révolution, la révolution numérique de la donnée. On a tous stocké nos données cloud à 80% chez les big tech. Que là, il y a une nouvelle vague qui arrive, qui est la vague IA. Il ne faut pas qu'on reproduise les mêmes erreurs. Faut pas rater le coche, là. On est d'accord. Et donc, il y a une réalité financière certaine, mais c'est pas parce qu'on arrive avec une formation gratuite que, encore une fois, on n'est pas en train de payer quelque chose. Voilà. Rien n'est gratuit, généralement. Ouais. Maya, ça va à la vitesse de la lumière et donc je sais que le temps est précieux. Donc on arrive à la fin de notre entretien. J'ai quand même envie de rebondir sur un peu ta question. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi quand même un peu sur la thématique de l'investissement. Aujourd'hui, tu es entouré d'investisseurs puisque tu as un board pour moitié d'investisseurs, pour autre moitié d'entrepreneurs généralement plutôt à succès. S'ils accordent un peu de leur temps, c'est que... en tout cas, généralement un succès, on va s'arrêter là. À succès et surtout intéressé par le collectif et avec une envie de redonner. Voilà, avec cette envie de pouvoir redonner et d'avoir un impact fort sur les actions de l'association. Et donc, si je prends un peu le prisme de tous ces investisseurs, parce que ces entrepreneurs, en plus, sont souvent investisseurs aussi dans notre écosystème. Toi, déjà, est-ce que tu as déjà investi dans une start-up à titre individuel ? Oui. Et c'est quoi comment tu perçois aujourd'hui l'écosystème en tant qu'investisseur particulier ? Comment tu l'as vu évoluer ces dernières années ?
C'est plus la même chose. Enfin, moi, pour être dedans depuis plus de 10 ans aujourd'hui, il y a quand même un nombre d'entreprises. Aujourd'hui, c'est plus de 15 000 startups, le nombre d'entreprises en France. Donc, déjà, il y a le choix en matière d'investissement. C'est un écosystème qui s'est beaucoup consolidé sur la dimension impact. Tu vois, ça fait depuis 5 ans qu'on fait une cartographie avec France Digital de toutes les startups à impact et on voit qu'il y a ça a grandi à vitesse grand V. Enfin, vraiment, on a dépassé le nombre il y a plus de 1000 startups à impact aujourd'hui en France et c'est un très bel écosystème. Je pense aussi que c'est des sociétés qui s'attaquent de plus en plus à des enjeux de plus en plus techniques. Je vois qu'il y a un rapprochement de plus en plus évident entre le monde de la recherche et le monde des startups. Il y a toujours eu un lien, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Et je pense que cette vague IA fait que le passage de la recherche à l'application est de plus en plus rapide. Et ça, c'est intéressant. Ça permet vraiment d'avoir des changements de paradigme de plus en plus rapides. Il y a... Non, ça, ouais, je pense que c'est un écosystème dans lequel c'est de plus en plus difficile d'investir quelque part quand t'analyses un projet parce que c'est de plus en plus technique. Et d'ailleurs, il y a un enjeu, je pense, à ce que les personnes qui travaillent en fonds d'investissement aient des profils de plus en plus divers, pas simplement des profils financiers, mais vraiment des profils qui connaissent la technologie. D'accord. Ça, c'est des enjeux qui sont soulevés justement par tes membres. Oui, c'est vrai que quand tu fais du quantique aujourd'hui, il y a plein d'investisseurs qui comprennent pas grand-chose au quantique, alors que ça fait partie des prochaines vagues de révolution. C'est la prochaine révolution technologique parallèlement à l'IA qui va changer la donne dans beaucoup de domaines. Mais il y avait il y avait une époque que j'ai connue où chaque analyste devait avoir un double diplôme, ingénieur, financier. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'ingénieurs dans ces profils. Il y en a encore, heureusement. Moi, ce que je dis souvent, moi, ça me fait toujours rire, c'est que les 2 coprésidents de France Digital, ils ont tous les 2 bossé à la NASA. Il y en a un qui est normalien et l'autre qui a des brevets en physique. Enfin, tu vois, ça reste quand même des profils très tech. Mais bon, en tout cas, les sujets sont de plus en plus pointus. Il faut de plus en plus, de toute façon, il faut un maximum de diversité. Ouais. Des hommes, des femmes. Voilà, déjà. Mais aussi des profils complètement différents sur l'analyse. Qui ont vu des histoires d'entreprises différentes et qui sont capables de sentir des choses différentes, bien sûr. Et justement, si je suis parce qu'aujourd'hui, il y a une montée quand même de l'investissement. Aujourd'hui, France Digital, c'est très... je défends les entrepreneurs, je défends les investisseurs professionnels. Mais il y a une grande montée de l'investissement. En fait, comment France Digital, peut-être c'est même pas le sujet, mais comment France Digital s'empare du simple fait qu'il faut soutenir l'investissement de manière générale, c'est-à-dire même grand public. Tu vois, tu me dis, c'est un de mes grandes missions. Comment tu t'adresses au grand public là-dessus ? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de s'adresser au grand public sous le prisme de l'innovation et de la prise de risque. Je pense qu'on est assez frileux dans la prise de risque. Enfin, c'est pas du tout... Enfin, on valorise plutôt les comportements de bons pères de famille dans la gestion, notamment de l'argent. Ce qui est... je dis pas que c'est mal, mais en tout cas, si on prend pas de risque, forcément, on peut pas faire de gros retours sur investissement. C'est le principe même de faire quelquefois des petits coups de poker. Donc, sensibiliser au fait que on n'est pas obligé de mettre son argent tous les 2 dans le même panier et donc de placer tout son argent dans du risque, mais une toute partie de cet argent-là, de mettre une partie de son épargne dans du capital risque, ça peut, grâce à ça, à la somme de tous ces petits investissements, permettre de très très belles innovations. Et ça change, et c'est ça qu'il faut, je pense, inculquer aux particuliers, si c'est ça, si c'est que tu me demandes. Après, tu dis qu'on défend beaucoup les investisseurs professionnels, je suis d'accord. Maintenant, je pense que pour qu'une boîte aille jusqu'à l'investisseur professionnel, il faut aussi qu'il y ait quand même des business angels et des personnes qui mettent des petits tickets au début pour que le projet se crée. Donc voilà, encourager la prise de risque pour l'innovation, je pense que c'est quelque chose d'assez sain et qu'il faut démystifier tout ça. Donc le rôle de France Digital, je pense, c'est de faire comprendre que start-up, c'est pas un mot valise qui concerne qu'une toute petite partie de la population et qui fonctionne en vase clos dans cet écosystème. Je pense que ça fait partie... Pour moi, une start-up, la manière dont je le définis, c'est un peu comme une forme de laboratoire où tu vas tester des choses
où tu as la chance de partir d'une feuille blanche sans l'héritage d'un grand groupe, tu vois, dans une équipe qui part de tout son héritage et qui a plein de biais. Tu pars d'une feuille blanche et que c'est le meilleur moyen de pouvoir innover, de créer des nouvelles choses, des nouvelles façons de fonctionner. Et il faut que ça existe, ces laboratoires. Et donc il faut entretenir cet état d'esprit, à la fois de l'intrapreneuriat, quoi, en gros, cultiver l'état d'esprit chez les personnes qui vont entrer dans le monde du travail et inciter à financer tout ça. Et tu aurais justement je sais pas, en tant qu'investisseuse particulière, quel est le conseil que tu donnerais demain à un novice ou à un jeune entrepreneur de l'écosystème qui aurait envie de mettre un petit ticket quelque part? Par où on commence? J'ai pas de très bons conseils là-dedans. Je pense pas être la meilleure, honnêtement. Non, moi, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est que c'est pas là-dessus pour vraiment se faire de l'argent. Enfin, objectivement. C'est un très bon conseil. C'est le premier. Non, mais déjà, le meilleur investissement, c'est toi. Donc, voilà, non, mais tu commences par là. En tout cas, c'est le seul investissement que tu peux à peu près maîtriser. Je pense qu'il faut pas être dans la volonté de maîtrise, c'est plutôt se dire. J'aime bien l'idée, j'y crois, mais je sais que c'est un énorme risque et j'accepte ce risque. Donc oui, non, je conseillerais jamais à quelqu'un de mettre toutes ses économies dans la même entreprise hyper risquée. Enfin, ça, ce serait complètement fou. Mais si c'est pour relier avec vous le travail que vous faites, ouais, moi je trouve ça très intéressant d'avoir des plateformes comme ce WeFound qui peut se permettre de faciliter du coup, parce qu'en fait quand tu t'y connais pas, moi je vois des entrepreneurs tous les jours, donc à la limite des projets j'en vois passer, mais c'est vrai que sinon c'est délicat. Nous avec France Digital on met en relation les startups et les investisseurs, mais en général c'est soit des investisseurs professionnels comme tu me dis, ou des business angels déjà un peu établis qui vont pouvoir apporter autre chose que de l'argent notamment, et moi j'ai envie de dire... Là, je me mets de l'autre côté de la personne qui monte sa boîte et qui cherche des investisseurs. Quand on va chercher des investisseurs, au-delà de l'argent, il faut surtout trouver des personnes qui vont pouvoir nous aider. La fameuse smart money. Ouais, je pense que c'est hyper important. Enfin, moi, je suis très sensible aux personnes. Enfin, le meilleur investissement que tu puisses faire pour ta boîte, c'est de t'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider à craquer des problèmes business, quoi. T'ouvrir des portes à des clients, t'aider sur ton produit, t'aider à recruter les bonnes personnes. Enfin, ça c'est ce qu'il y a de plus précieux, in fine. Eh bien, merci beaucoup Maya pour ce